Muchas gracias, señor presidente. Merci, Monsieur le Président. Excellences, Mesdames et Messieurs, je remercie la présidence bolivienne d'avoir convoqué ce débat. L'exploitation des ressources naturelles ou la concurrence que cela suscite peut et conduit à des conflits violents. Prévenir, gérer, régler de tels conflits est un des défis les plus croissants de notre époque. Des études des Nations Unies montrent que plus de 40% des conflits armés intérieurs au cours des 60 dernières années ont été liés à des ressources naturelles. Avec les conséquences accrues du changement climatique, comme on le voit dans toutes les régions, les risques ne vont aller que croissant. D'autres tendances mondiales telles que la population démographique qui va augmentant, la consommation qui se développe, la dégradation environnementale aussi, qui exerce des pressions sur les ressources naturelles et leur disponibilité. Cela inclut le pétrole, le gaz, les minéraux, l'eau, la terre. Une répartition injuste des ressources naturelles, la corruption, la mauvaise gestion peuvent et conduisent à des conflits, en particulier dans des pays qui ont des institutions plus faibles. Ces tensions peuvent également exacerber des divisions religieuses, ethniques qui existent déjà dans les sociétés au-delà des frontières. Depuis 1990, 75% des guerres civiles en Afrique ont été partiellement financées par les recettes issues des ressources naturelles. L'extraction illégale des minéraux, du bois, du charbon, l'exploitation illégale de la faune a attisé la violence dans nombre de régions en RDC. Cela a permis d'obtenir plus d'1 milliard de dollars de recettes pour les rebelles et des groupes criminels. De même, en RCA, l'exploitation illicite des minéraux par nombre de groupes armés de milices a contribué à soutenir et prolonger le conflit. Il faut faire plus pour réglementer l'origine, la vente, le commerce des minéraux via des accords de coopération sans participer la société civile, les gouvernements et les organisations régionales. Le processus Kimberley est un bon exemple qui a réussi à réduire le commerce des diamants attisant les conflits grâce à une extraction de production autorisée, grâce à des pratiques commerciales justes et en mettant l'accent sur les communautés locales pour les aider. L'illicité peut être contrée et les populations victimes de cela peuvent en avoir des résultats tangibles. Il faut souligner également que les ressources naturelles, quand elles sont partagées, ont toujours été un catalyseur pour la coopération entre les États, les communautés et les peuples. Les avantages mutuels sont une mesure incitative pour un dialogue pacifique dans la durée qui peut susciter coopération et compréhension dans d'autres domaines, par exemple. Le partage des ressources hydriques depuis longtemps a animé l'histoire du bassin du fleuve de Sénégal en Amérique du Sud. Le lac Titicaca, depuis longtemps, était une source de coopération entre Bolivie et Pérou. Et de par ma propre expérience, étant Premier ministre du Portugal, je dirais qu'auparavant, la Convention d'Abulfeira continue de favoriser de bonnes relations pour la gestion des eaux entre l'Espagne et le Portugal. En Asie centrale, des progrès ont été faits grâce à la gestion des eaux transfrontalières via des consultations entre les États de l'Asie centrale, soutenues par la diplomatie préventive des Nations Unies en Irak. La mission des Nations Unies œuvre pour renforcer la paix et la stabilité via le développement de projets concernant des différents des terres. Dans le bassin du lac Tchad, la coopération en matière d'eau a joué un rôle important pour rapprocher des pays et aborder d'autres problèmes de la région. En bref, les Nations Unies reconnaissent le potentiel offert par la gestion commune de ressources naturelles comme moyen pour prévenir des conflits et renforcer la coopération régionale pour la paix et le développement durable. À cette fin, nous avons pris acte de l'appel lancé par les États membres pour plus se concentrer sur ces questions, y compris récemment via l'adoption des résolutions du Conseil de sécurité sur le lac Tchad, la Somalie, le Darfour, ainsi que via la déclaration présidentielle sur le Sahel et l'Afrique de l'Ouest. Et nous prenons plusieurs mesures. Tout d'abord, l'organisation essaie de renforcer sa capacité à traiter de la menace croissante liée aux risques issus du changement climatique. Et il y a une nouvelle initiative conjointe incluant le département des affaires politiques, le PNUD et le programme d'environnement des Nations Unies. Deuxièmement, nous voulons augmenter les possibilités d'utiliser les services de médiation pour les ressources naturelles en tant qu'outil pour la prévention des conflits en coopération avec les États membres, les partenaires régionaux et les institutions financières internationales. Par exemple, le panel de haut niveau sur l'eau
galvanise la diplomatie qu'on appelle diplomatie hydrique. Troisièmement, nous renforcerons les partenariats avec les organisations régionales et sous-régionales pour travailler à accroître l'attention sur le renforcement de capacité des acteurs locaux et nationaux pour prévenir les conflits ayant une dimension ressources naturelles. Dans le cadre du cadre conjoint Nations Unies-UA sur l'enforcement des partenariats pour la paix et la sécurité, je me félicite de la coopération entre les organisations pour soutenir le groupe des sages dans ses efforts pour améliorer la prévention, médiation et règlement des conflits concernant les ressources naturelles en Afrique. Quatrièmement, nous essayons de renforcer la capacité des réseaux de femmes et des organisations de femmes pour dialoguer et contribuer au processus de médiation sur les ressources naturelles, l'environnement, y compris le changement climatique. Ces initiatives co-menées par ONU Femmes, le PNUE, le PNUD et le Bureau d'appui et consolidation de la paix a déjà soutenu les femmes afro-colombiennes et autochtones en Colombie. Cinquièmement, nous reconnaissons également que les questions qui ont trait à la terre sont un facteur critique essentiel. Suite à l'étude de 2016 conduite par ONU Habitat, j'ai récemment terminé la note pour garantir une plus grande convergence stratégique au sein du système des Nations Unies pour aider à traiter les questions de conflits et de terre. Une fois encore, je vous remercie. Je remercie la présidence bolivienne de convoquer à un moment opportun cette séance. Il y a beaucoup à faire encore, mais si nous traitons de ces problèmes de façon effective, nous pourrons avoir des possibilités pour créer un monde durable et sûr pour chacun à l'avenir. Je remercie le secrétaire général pour son exposé. Congo Synthèse, la synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. En ma qualité de représentant de l'État plurinational de Bolivie. Ma délégation remercie le secrétaire général pour son intervention aujourd'hui et nous saisissons une fois encore cette occasion pour lui témoigner notre appui. Chers collègues, le XXe siècle se caractérise par le renforcement du multilatéralisme qui est l'élément fondamental des relations entre les États et par le respect des normes fondamentales du droit international fondées sur des traités qui établissent des droits et des devoirs que nous acceptons d'observer mutuellement dans le cadre de notre souveraineté. L'objectif étant de protéger les plus vulnérables de l'invasion, de l'usurpation et de la déprédation des plus puissants. Les conflits actuels qui éclatent dans différentes régions du monde montrent qu'au-delà des différents géopolitiques locaux ou internationaux, il y a toujours cet intérêt d'accéder, de contrôler ou d'exploiter des ressources naturelles qui sont attrayantes sur le plan économique. En atteste le rapport publié par le PNUE, auquel le secrétaire général a fait référence également. Au cours des 60 dernières années, au moins 40% des conflits avaient pour cause cette raison. Dans bien des cas, lorsque le contrôle, l'exploitation ou l'accès au pétrole, au gaz, à l'eau, aux minéraux ou à d'autres ressources naturelles se transforme en objectif stratégique des partis en conflit ou des groupes armés d'organisations criminelles sur le terrain, c'est parce que derrière ces groupes, il y a des entreprises multinationales ou des intérêts étrangers prêts à les utiliser pour obtenir un accès à ces ressources. J'aimerais citer quelques exemples très proches pour le Conseil de sécurité au 19e, au 20e et au 21e siècle. D'abord, le coup d'État contre l'Iran en 1953, mené contre un gouvernement démocratiquement élu qui, dans l'exercice de sa souveraineté, a nationalisé le pétrole qui appartenait à une entreprise qui était aux mains d'une entreprise anglo-américaine. L'invasion en Irak, dont l'objectif est de contrôler 20% de la production mondiale du pétrole, le conflit en Libye, avec des affrontements constants entre les parties pour le contrôle de l'industrie des hydrocarbones, le conflit qui a fait tache d'huile dans toute la région du Sahel, l'implication de différents groupes armés en République démocratique du Congo, avec le commerce illégal de l'étain, du tantal, du tungstène, de l'or,
Dans d'autres cas, lorsque les politiques souveraines des États sur les ressources naturelles ont des conséquences sur les entreprises étrangères ou sur les États qui font partie de la chaîne de traitement ou de commercialisation de ces ressources, ces entreprises n'ont aucun scrupule et sont prêtes à financer des mouvements séparatistes, à armer des groupes dissidents, à provoquer des changements de régime pour établir des gouvernements plus enclins à défendre leurs intérêts. Et l'histoire du XXe siècle dans mon pays en est un exemple clair, notamment. Il ne s'agit pas simplement de surveiller et de sanctionner les groupes armés, les individus qui sont à leur tête ou les partis au conflit. Il faut dynamiser le régime de sanctions, le rendre plus efficace. C'est pourquoi il faut imposer des sanctions aux réseaux qui composent toute la chaîne des parties prenantes. Dans le cas des conflits liés aux ressources naturelles, il y a les facilitateurs commerciaux, en grande partie composés de grandes entreprises multinationales qui permettent la commercialisation et l'arrivée des ressources naturelles obtenues de façon illégale et en situation de conflit sur les marchés mondiaux. Les facilitateurs financiers, composés par des entreprises financières, par des paradis fiscaux, qui permettent l'arrivée, la légitimation des gains dans le système financier mondial, gains qui sont le fruit de la commercialisation de ces ressources. À cet égard, le Conseil doit reformuler les mandats des organes subsidiaires relatifs aux sanctions pour que les groupes d'experts soient dotés d'un mandat pour qu'ils puissent enquêter et identifier ces entreprises pour éliminer définitivement ces réseaux criminels. Suite à ces enquêtes, le Conseil devra ensuite être en mesure d'imposer des sanctions aux réseaux précités. Il est important non seulement de lutter contre l'exploitation illégale et l'usurpation des ressources naturelles, mais il faut aussi faire face à la distribution, à la répartition inégale des bénéfices découlant de la commercialisation de ces ressources. Cette distribution inégale qui peut devenir un catalyseur de conflit. L'État bolivien de Bolivie a fait face à des scénarios de ce type au XIXe siècle, avec l'exploitation des ressources naturelles par des intérêts étrangers qui a entraîné une campagne belliqueuse, asymétrique dans la région, qui a profondément touché mon pays. Ces intérêts étrangers se sont manifestés tout au long du XXe siècle et se sont traduits dans la privatisation et l'exploitation de nos ressources naturelles, l'eau, l'argent, l'étain, le pétrole, le gaz, au profit d'entreprises multinationales, avec seulement d'infimes redevances pour le développement et le bien-être de notre peuple. J'aimerais vous dire ce qu'il a été fait en Bolivie. En 2006, l'État a décidé de nationaliser nos ressources naturelles. La Constitution de 2009 reconnaît que les ressources naturelles sont propriété directe, indivisible et imprescriptible du peuple de Bolivie sous l'administration de l'État au profit de l'intérêt collectif. Ce mandat nous a permis de récupérer nos ressources naturelles, auparavant aux mains d'entreprises qui les exploitaient sans tenir compte des intérêts de notre peuple. Le contrôle souverain de nos ressources a changé le cap pour la Bolivie. Il s'est traduit par des changements socio-économiques et il y a 12 ans, il faut le dire, les présidents de mon pays allaient quasiment mendier auprès du Fonds monétaire international, du Club de Paris pour obtenir des ressources, pour verser les salaires de nos instituteurs, de nos médecins. Il y a 12 ans, la dynamique de la distribution de l'exploitation des hydrocarbures a permis que 82% tombent dans l'escarcelle des entreprises multinationales et que seuls 18% reviennent au pays. Depuis la nationalisation, 82% de ces exploitations sont pour le peuple et 18% pour les entreprises qui sont restées dans le pays parce qu'il y avait toujours encore des profits à réaliser. Les revenus du pétrole en Bolivie sont passés de
2,9 milliards de dollars entre 1994 à 2005 à 35 milliards de dollars entre 2006 et 2017. Le produit intérieur brut a connu une croissance durable. En 2017, cette croissance était de 4,82%, bien supérieure à la moyenne régionale de 1,87%. Et le PIB est passé de 9 milliards en 2005 à 36 milliards de dollars en 2017. Nos réserves internationales ont augmenté de 1,7 milliard de dollars. Elles sont ainsi passées à 10 milliards de dollars en 2018. Ce nouveau flux de revenus, leur redistribution, nous ont ainsi permis de réduire la pauvreté extrême de plus de 37%, qui était de plus de 37%, elle est passée à 17%. Nous avons pu réduire les inégalités. En 2005, les 10% les plus riches possédaient 128 fois plus que les 10% les plus pauvres. Or, en 2017, les 10% les plus riches n'ont plus que 47 fois plus que les 10% les plus pauvres. L'investissement public est passé de 620 millions de dollars en 2005 à 5,5 milliards de dollars en 2017. 3 millions de personnes sur une population totale de 11 millions. 3 millions de personnes sont donc entrées dans la classe moyenne. La classe moyenne qui représente 35% de la population en 2005 et qui représente en 2017 58%. Le taux de mortalité infantile a diminué de moitié entre 2008 et 2017. Le nombre d'installations médicales a été multiplié par 2 entre 2005 et 2017 et l'espérance de vie est passée de 63 ans en 2005 à 72 ans en 2018. Le taux d'abandon scolaire est passé de 4,5% en 2005 à 2% en 2017. Alors, je sais qu'il n'y a pas là de lien direct avec les questions de paix et de sécurité, mais la question du contrôle souverain des ressources naturelles permet d'édifier des sociétés plus justes et plus humaines. Pour conclure, et en citant ce qu'a dit le président Evo Morales à l'Assemblée générale en 2015, nous pensons que le Conseil, à l'avenir, devra réfléchir aux éléments suivants avant de prendre des décisions. Nous vivons une époque de paix, non pas une époque d'invasion et de domination, et je cite le président Morales. C'est pourquoi nous devons nous interroger à qui bénéficient les guerres, qui contrôle les ressources naturelles après les interventions. Est-ce que ce sont les citoyens ou les intérêts étrangers qui gouvernent? Ce sont des questions que nous devons nous poser au moment de réfléchir à cette question. Je reprends mes fonctions de président du Conseil et je donne la parole au représentant de la Côte d'Ivoire qui intervient au nom de son pays, de l'Éthiopie et de la Guinée équatoriale. Je voudrais, à l'entame de cette déclaration, que je prononce au nom des 3 pays africains membres non permanents du Conseil de sécurité, à savoir la Côte d'Ivoire, la Guinée équatoriale et l'Éthiopie, remercier la présidence bolivienne pour l'organisation de cette séance d'information sur le rôle des ressources naturelles dans les conflits armés. Qu'il me soit également permis, en leur nom, d'adresser nos remerciements appuyés au secrétaire général des Nations Unies, Son Excellence M. Antonio Gutiérrez, pour son exposé et la pertinence de ses analyses de la corrélation entre les ressources naturelles et les conflits qui affectent le continent africain avec une acuité toute particulière. Monsieur le Président, si l'importance des ressources naturelles pour la croissance économique et le développement en Afrique n'est plus à démontrer, il n'en demeure pas moins que leur gouvernance représente un défi considérable auxquels sont confrontés les pays présentant des signes de vulnérabilité ou touchés par l'instabilité et les conflits armés. Au cours des dernières décennies, le continent africain a malheureusement été le théâtre de nombreux conflits armés qui ont donné lieu à des atrocités de masse et des crises humanitaires sans précédent. À l'origine, fondées sur des revendications sociopolitiques, nombre de crises en Afrique se sont par la suite muées en affrontements armés pour le contrôle et l'exploitation de vastes territoires
riches en ressources naturelles telles que l'or, le diamant, le pétrole et le bois. Parce qu'elles alimentent en outre la plupart des conflits sur notre continent, les ressources naturelles ont à l'évidence un impact négatif sur la paix, la stabilité et le développement économique et social. En effet, le déficit de gouvernance et une répartition inéquitable des dividendes des ressources naturelles constituent des facteurs clés pour le déclenchement, le financement et le prolongement des conflits armés. La question de l'accès, du contrôle et de la distribution des ressources naturelles apparaît donc comme une cause sous-jacente majeure des conflits qui persistent en Afrique. Les difficultés actuelles pour trouver une issue pacifique aux crises qui ont cours en République centrafricaine et en Libye, tout comme celles qui hier ont ensanglanté le Libéria et la Sierra Leone, illustrent ainsi à suffisance le caractère inextricable des conflits armés nourris par le pillage des ressources naturelles par les groupes armés. Soucieux de la prévention et de la résolution des conflits en Afrique, l'Union africaine a placé au cœur de ses préoccupations la problématique des liens entre conflits et ressources naturelles, laquelle a été au centre de nombreuses rencontres du Conseil Paix et Sécurité qui ont porté sur l'étroite corrélation entre les conflits violents et l'exploitation illégale des ressources naturelles en Afrique et les voies et moyens pour y remédier. Monsieur le Président, les réponses aux défis que représentent les ressources naturelles dans la prévention et la gestion des conflits doivent être impérativement fondées sur des stratégies permettant une meilleure gouvernance de l'accès aux ressources naturelles, ainsi qu'un renforcement des mécanismes de contrôle au niveau national et international, afin d'empêcher qu'elles ne servent de moyen de financement des conflits. Les échanges au sein du Conseil Paix et Sécurité ont ainsi mis en exergue la nécessité de mettre en place des stratégies nationales efficaces de gestion des ressources naturelles afin de garantir que leurs revenus ne servent à alimenter les conflits, mais plutôt qu'ils profitent aux communautés locales. C'est à ce prix qu'elles constitueraient un atout important pour un développement économique et social durable de nos États plutôt qu'un facteur d'instabilité. Par ailleurs, s'il est indéniable que de nombreux conflits en Afrique sont alimentés par la mauvaise gouvernance et le trafic des ressources naturelles, il convient également de souligner et de dénoncer avec force l'implication d'acteurs extérieurs au continent qui tirent profit de l'exploitation et du commerce illicite de ces ressources. Ces acteurs périphériques des conflits armés qui compromettent le développement de notre continent, comme souligné à juste titre par la présidence bolivienne dans la note de cadrage, sont en général des groupes armés ou des sociétés multinationales, des réseaux financiers internationaux ou des intérêts étrangers dont les actions favorisent le déclenchement de conflits violents et la persistance de l'instabilité dans les régions riches en ressources naturelles. Monsieur le Président, nous estimons qu'il est de la responsabilité du Conseil de prendre les mesures appropriées conformément aux principes et aux objectifs de la Charte des Nations Unies afin de veiller à la préservation de la souveraineté des États dans la gestion de leurs ressources naturelles. Chaque État doit, en effet, de notre avis, disposer du droit souverain de contrôler et d'exploiter ses ressources naturelles, conformément aux principes du droit international et de bonne gouvernance. Le Conseil de sécurité doit également renforcer son rôle dans la lutte contre l'exploitation illégale et le trafic de ressources naturelles dans les zones où elles contribuent au déclenchement et à la poursuite des conflits armés. Monsieur le Président, la présente séance d'information nous offre également l'occasion de souligner un autre défi majeur auquel notre continent est confronté, à savoir les flux financiers illicites en lien avec l'exploitation et le commerce illégal des ressources naturelles. Ces flux illicites, en raison de leur ampleur, impactent négativement les programmes de développement et de gouvernance en cours sur le continent. En effet, selon certaines estimations, ces flux pourraient atteindre 50 milliards de dollars par an, soit environ le double de l'aide publique au développement reçue par l'Afrique. En réalité, les estimations pourraient ne pas refléter un phénomène de plus grande ampleur, eu égard à l'absence de données précises sur toutes les transactions illicites actuelles sur le continent africain. En conséquence, il est impératif d'assurer une gestion efficace et transparente ainsi qu'une répartition équitable des ressources naturelles de manière à préserver l'intérêt du pays concerné et le bien-être de ses populations. L'équité, la transparence et la responsabilité dans la gestion des ressources naturelles sont donc essentielles dans la prévention des conflits et la promotion du développement durable en Afrique. Monsieur le Président, nous reconnaissons et saluons les efforts de la communauté internationale pour améliorer le cadre juridique international en matière d'exploitation et de commerce des ressources naturelles. Ces efforts ont abouti à l'établissement de normes pertinentes par le biais d'instruments tels que le processus de Kimberley et l'initiative pour la transparence des industries extractives. Pour ce qui la concerne, l'Union africaine a adopté la vision africaine du secteur minier en février 2009, demandant notamment à la Commission de l'UA
d'intégrer la dimension paix et sécurité des ressources naturelles dans les mécanismes de prévention des conflits et d'alerte précoce, ainsi que les politiques et programmes de gestion des conflits et de rétablissement de la paix. Il importe également de souligner les travaux du groupe de haut niveau de l'Union africaine, sous la présidence de son Excellence M. Thabo Mbeki, ancien président de l'Afrique du Sud, dont le rapport contenait des recommandations utiles sur le traitement de la question complexe des flux illicites de capitaux en provenance d'Afrique. Monsieur le Président, en dépit des efforts consentis, les résultats escomptés ne seront effectifs qu'au prix d'une coopération étroite avec des acteurs externes, y compris les multinationales impliquées dans l'exploitation des ressources naturelles. Garantir un meilleur contrôle des chaînes d'exploitation, de commercialisation et veiller à la reddition de comptes pour les individus, groupes ou multinationales impliqués dans le commerce illicite des ressources naturelles nous paraissent également essentiels. Par ailleurs, il est plus que jamais nécessaire que les partenaires internationaux, les sociétés transnationales, le secteur privé, les organisations de la société civile et toutes les parties prenantes soutiennent la promotion de la transparence, de l'équité et d'une gouvernance des ressources naturelles orientée vers le développement. Il s'agit là d'une condition essentielle pour la prévention et la résolution des conflits sur le continent. Notre Conseil a utilisé divers outils pour traiter les liens entre ressources naturelles et conflits, notamment des sanctions relatives aux ressources naturelles, allant de l'embargo sur le diamant et le bois à l'interdiction d'exporter du charbon de bois, en passant par des mesures d'interdiction maritime visant les exportations illicites de pétrole. Le rapport produit par Security Council Report est un excellent outil de recherche qui fournit une analyse utile de la conception et de la mise en œuvre de ces régimes de sanctions. Il urge que nous fassions le bilan des enseignements tirés de la mise en œuvre de ces mesures en vue de renforcer le rôle du Conseil dans la prévention et le règlement des conflits liés aux ressources naturelles. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je remercie le représentant de la Côte d'Ivoire pour son exposé. Je donne la parole au représentant du Pérou. Monsieur le Président, nous aimerions nous féliciter de l'organisation de cette séance et de l'initiative de la Bolivie qui soulève un point important, à savoir le lien des ressources naturelles avec les causes profondes des conflits. J'aimerais également saluer la présentation du secrétaire général Antonio Guterres. Le Pérou, qui est un pays riche en ressources naturelles, sait pertinemment qu'elles constituent un facteur essentiel pour la croissance et le développement. Mais nous savons également que le contrôle et l'exploitation de ces ressources et l'accès aux marchés respectifs constitue un facteur déterminant pour l'éclatement de conflits dans le monde, historiquement. La possibilité que les ressources génèrent prospérité ou destruction nous pousse à insister sur l'importance d'institutions inclusives et redevables. Il faut également insister sur l'état de droit pour prévenir les conflits en remédiant aux causes profondes et en promouvant un développement durable conformément au programme à l'horizon 2030. Il est important de garantir la stabilité des marchés financiers pour éviter les cycles d'essor et de déclin pour les pays qui exportent des matières premières et qui sont particulièrement vulnérables. Et ces questions vont au-delà des compétences du Conseil. Cependant, nous pensons que le Conseil peut souligner l'importance de ces questions pour le maintien de la paix et de la sécurité internationale en les abordant sous l'angle préventif, pluridimensionnel et fondamental qu'est le concept de paix durable. Il faut ainsi évaluer les impacts que peuvent avoir les industries extractives et pour ce faire, il faut engager un dialogue entre l'État, le secteur privé et les communautés potentiellement touchées. Nous pensons également que les industries extractives peuvent contribuer au développement local en créant et en renforçant des capacités, en transférant des technologies et en offrant des emplois dignes à la population dans les zones où ces industries extractives fonctionnent en générant inclusion économique tout en respectant les formes traditionnelles de vie.
Tous ces aspects liés à une gestion durable des ressources naturelles s'avèrent essentiels pour lutter efficacement contre la pauvreté, la vulnérabilité des êtres humains, pour prévenir la corruption et l'injustice qui sont ensuite utilisés par des acteurs qui souhaitent radicaliser les mécontents dans la population. Dans beaucoup de conflits actuels, nous pouvons constater que ces perceptions d'injustice, de corruption facilitent l'émergence de milices qui exercent un contrôle illégal sur les ressources naturelles, ce qui peut entraîner des situations d'anarchie avec de graves violations de droits de l'homme et des dégâts considérables sur le Moyen-Orient, sur l'environnement, pardon. Nous devons également souligner que ces dynamiques sont facilitées, voire exacerbées par les liens qu'entretiennent les acteurs illicites de l'exploitation illicite des ressources naturelles avec les organisations criminelles pour accéder au marché international, blanchir les richesses acquises de façon illicite et acquérir des armes. C'est un cercle vicieux et nous pensons que les comités de sanctions du Conseil doivent accorder une attention toute particulière aux réseaux de trafic illicite de ressources naturelles venant de pays touchés par le conflit et les flux illicites correspondants. Nous pensons également que les missions déployées sur mandat du Conseil dans les pays riches en ressources naturelles peuvent aider les autorités nationales à prévenir et à lutter contre l'exploitation illégale des ressources. Dans les pays en transition, au lendemain d'un conflit, la Commission pour la consolidation de la paix et les équipes pays des Nations Unies doivent appuyer les autorités nationales et les aider à renforcer les institutions nécessaires pour la gestion durable des ressources. Ces mesures sont pertinentes dans des pays comme la République démocratique du Congo, dans lequel les membres du Conseil se sont rendus récemment. C'est un pays qui est particulièrement riche en ressources naturelles, des ressources naturelles qui ne se sont pas transformées en développement, mais depuis l'époque coloniale, qui ont donné lieu à des cycles de violence et de conflits. Je remercie le représentant du Pérou et je donne à présent la parole au représentant des États-Unis. Thank you, Mr. President, for calling this meeting on today's. Merci, Monsieur le Président. Merci d'avoir convoqué la séance d'aujourd'hui sur ce sujet important. Nous remercions également le secrétaire général de sa participation à la séance d'aujourd'hui. Le lien entre les ressources nationales, entre les ressources naturelles et les conflits complexes. Et les États-Unis souscrivent à la préoccupation quant au fait que, dans bien des cas, comme indiqué par le secrétaire général, une mauvaise gestion des ressources naturelles par les États membres peut conduire à la corruption, au conflit et à la violence. C'est malheureux que la séance d'aujourd'hui ne prenne pas en compte la mauvaise gestion intra-nationale des ressources naturelles. Et malheureusement, nous voyons bien trop de cas, d'exemples où les pays sont riches en ressources naturelles, mais ceci ne conduit pas à une amélioration des conditions de vie de sa population. Monsieur le Président, la mauvaise gestion des ressources naturelles est le plus grand défi, un des plus grands défis à la paix, comme on le voit très clairement en Venezuela, où la corruption fait que, au lieu que les ressources naturelles soient une source de bien-être pour la population, Petróleos existe aujourd'hui essentiellement comme moyen de corruption pour Maduro et son cercle rapproché. Ceci crée une situation de pénurie, d'instabilité économique qui suscite des flux migratoires. Le régime Maduro a transformé en pillage sa gestion des ressources naturelles et du pétrole. L'exploitation minière conduit à la déforestation si elle est illicite et ceci nuit aux populations autochtones. Aucun doute quant au fait que les recettes issues de l'exploitation illicite des ressources naturelles vont dans la poche de Maduro et de ses proches. Et les conséquences vont bien au-delà des frontières nationales et pèsent sur l'ensemble de la région. En Iran, de même, nous avons vu un pays riche voir ses ressources naturelles ne pas profiter à sa population et profiter à financer les activités de l'Iran à l'étranger pour construire aussi des missiles
des ADM, réprimer sa population, financer des activités au Liban, en Syrie, au Yémen et en Irak. Et c'est pour ces raisons que nous travaillons avec les pays qui importent du pétrole iranien pour réduire leurs importations. Nous sommes heureux que tant de pays cessent et réduisent ces importations. Au Soudan du Sud, le gouvernement a utiliser les ventes du pétrole en violation de l'accord de paix qui avait été signé en 2015. L'argent n'est pas utilisé pour nourrir la population, mais plutôt, une fois encore, pour enrichir l'élite et proroger le conflit. Monsieur le Président, dans le cas du Venezuela, de l'Iran, du Soudan du Sud, les effets déstabilisateurs des ressources naturelles ne sont pas le résultat des activités des groupes armés extérieurs, de grandes sociétés ni d'intérêts étrangers. Non, c'est le résultat direct des décisions prises par les dirigeants de ces pays pour mener une politique de corruption et pour utiliser les recettes des ressources naturelles pour financer des activités déstabilisantes qui menacent la paix et la sécurité internationale. Il y a des mesures que nous pouvons prendre, nous, en tant que Conseil de sécurité, pour améliorer les possibilités et que les ressources naturelles conduisent à une plus grande prospérité. Par exemple, les États-Unis soutiennent le processus de Kimberley, qui est une initiative internationale qui favorise la transparence dans le commerce des diamants. Et en fait, ceci a conduit à l'élimination pratiquement complète du conflit financé par le commerce illicite des diamants. Nous sommes pour la prolongation du processus Kimberley. Notamment, nous demanderons une définition élargie de conflits financés par les diamants. Enfin, Monsieur le Président, le régime de sanctions des Nations Unies demeure un outil essentiel pour lutter contre l'effet déstabilisateur de la mauvaise gestion des ressources naturelles. Les États doivent faire plus pour la mise en œuvre du régime des sanctions des Nations Unies pour éliminer le commerce qui attise les conflits. Si nous travaillons ensemble pour réduire ces flux illicites et alors tous ensemble, nous pourrions prévenir les problèmes liés à la mauvaise gestion des ressources naturelles. Merci. Je remercie le représentant des États-Unis pour son intervention et je donne la parole à la représentante des Pays-Bas. Merci, Monsieur le Président. Le Royaume des Pays-Bas souhaite remercier sincèrement le secrétaire général Guterres pour son exposé. Nous remercions la présidence de la Bolivie pour l'organisation de ce débat sur un thème important dont le Conseil n'a parlé qu'en 2013. Au fil des décennies, nous avons constaté que le contrôle, l'exploitation et l'accès aux ressources naturelles ont contribué à attiser les conflits armés. Or, il y a beaucoup de mesures que le Conseil et les Nations Unies peuvent prendre pour s'attaquer à ce problème ou pour promouvoir l'utilisation des ressources naturelles aux fins d'une paix durable. J'aimerais parler du rôle des ressources naturelles dans 3 phases du cycle de conflit. La prévention des conflits grâce à une bonne évaluation des risques, pendant un conflit grâce à la transparence, à la reddition des comptes et puis la consolidation d'une paix durable. Le Royaume des Pays-Bas, Monsieur le Président, demande régulièrement une évaluation appropriée des risques et une analyse de toutes les causes fondamentales et des multiplicateurs de menaces. C'est important pour les ressources naturelles, c'est important pour le changement climatique et pour le stress hydrique. Les militants et les communautés affectées en RDC ont attiré l'attention sur les liens entre la richesse en minéraux de la RDC et les conflits armés qui se prolongent. Il est important que le Conseil de sécurité des Nations Unies et la CCP entendent ces appels et que nos mesures futures soient fondées sur une bonne évaluation des risques, sur une bonne analyse. Et nous saluons les efforts du secrétaire général en la matière. Nous espérons en entendre davantage lors de la réunion Formule ARIA sur l'eau, la paix et la sécurité. Nous devons faire en sorte que des mandats tenant compte de la situation de conflit, de l'égalité des sexes et du climat mettent également l'accent sur la bonne gouvernance des ressources naturelles. En ce qui concerne ma deuxième remarque, les ressources naturelles constituent un large concept et ce serait une erreur
que d'insister uniquement sur les industries extractives. Comme le secrétaire général, j'aimerais parler du processus de Kimberley. Cette approche à parties prenantes multiples a réussi à réduire le commerce des diamants de sang. Ce processus facilite la coopération entre les gouvernements, le secteur privé, les producteurs de diamants bruts, les négociants et les ONG. Les directives de l'OCDE et les principes directeurs des Nations Unies jettent les bases de la collaboration entre les secteurs privés pour garantir que les violations des droits de l'homme, les cas de corruption par exemple, soient correctement prises en compte dans les conflits et les zones à haut risque. L'exploitation illégale et le commerce de ressources naturelles demeurent au cœur de la violence dans de nombreux conflits en RDC, en RCA, au Soudan du Sud, en Somalie, en Libye. Les gouvernements doivent choisir de démanteler les économies de guerre et les économies de déprédation dans lesquelles le commerce des ressources naturelles est utilisé pour financer des opérations politiques. Il est beaucoup plus profitable de mettre un terme à un conflit, de démanteler ces réseaux plutôt que d'utiliser ces réseaux de trafic d'ivoire, d'or, de diamants pour faire des profits. Alors que peut faire le Conseil? Le Conseil est tenu d'agir et de démanteler ces réseaux. Des outils tels que la présentation de rapports et la pression politique peuvent être utilisés. Le commerce en ressources naturelles devrait être une raison d'imposer des sanctions puisque les revenus de l'exploitation illégale et du commerce illégal sont utilisés pour déstabiliser des pays. La volonté politique, cependant, est capitale. Le Conseil doit également continuer à évaluer et à faire fond sur les expériences des opérations de maintien de la paix, comme la MONUSCO et la MINUSCA, qui jouent des rôles importants pour lutter contre l'exploitation illicite des ressources. Les ressources naturelles, Monsieur le Président, sont essentielles pour la consolidation d'une paix durable. Le programme à l'horizon 2030 et le programme de paix durable soulignent l'importance d'une approche intégrée pour créer des sociétés plus inclusives. Les gouvernements doivent assumer leurs responsabilités et se doter des instruments nécessaires pour lutter contre le trafic illicite et le commerce illicite des ressources naturelles. Si les gouvernements n'interviennent pas, alors le Conseil est tenu d'agir. Nous savons tous que le développement de sources responsables et de commerce responsable des ressources naturelles contribue à des emplois décents et, au bout du compte, à la croissance économique et sociale. Lorsque nous examinons le rôle des ressources naturelles dans les conflit, il est important de les examiner tout au long du cycle du conflit. C'est pourquoi nous demandons au Conseil d'appeler à une bonne évaluation et analyse des risques, d'exhorter les États membres à travailler avec toutes les parties prenantes pertinentes, à assumer les responsabilités et à agir pour lutter contre cette menace et à utiliser tous les outils à la disposition du Conseil pour consolider une paix durable. Je remercie la représentante des Pays-Bas. Je donne la parole au Koweït. Merci, Monsieur le Président.